L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous de l'information dont voici les titres. La campagne He4She a officiellement lancé au Mali. Les hommes vont pouvoir montrer leur engagement pour l'égalité des sexes dans le pays et mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Au Cap-Vert, le volcan Pico de Fogo a repris son activité, causant d'importants dégâts matériels et le déplacement massif des populations de Portela. Aux USA, un jugement de trop qui provoque un tollé général. Le policier coupable de la mort d'Eric Garner a été acquitté. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur cette coopération entre la France et l'Algérie. Elle se renforce. Le Premier ministre algérien est en France dans le cadre du sommet franco-algérien. Il doit signer une vingtaine d'accords de coopération, mais aussi discuter de l'instabilité au Sahel. Abdelmalek Sellal a été reçu par le président François Hollande et le Premier ministre Manuel Valls. Et avant la signature des accords, le Premier ministre algérien a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a tenu des propos rassurants sur la santé du président Abdelaziz Bouteflika. Au Mali, à présent, la campagne de l'ONU pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes se poursuit et ce jeudi, la cérémonie de lancement officiel de la campagne He4She a eu lieu à Bamako et cette activité vise à montrer l'engagement des hommes pour l'égalité des sexes. Au Mali, Dia Kadidia Tangara Sekoudumbia. Encourager les hommes à prendre publiquement la parole en faveur des femmes, c'est l'objectif de cette campagne dénommée He4She. L'inégalité homme-femme ne devrait donc pas être combattue seulement par les femmes. Des hommes qui ne sont pas auteurs et qui ne sont même pas victimes de l'inégalité homme-femme devraient aussi se lever et dire non à l'inégalité, à l'exclusion, à la discrimination, aux violences faites aux femmes. Hommes et femmes du Mali, cette campagne est la nôtre. Nos mentalités doivent changer pour faire de l'égalité des sexes une réalité pour tous. Les jeunes garçons s'engagent également à défendre les droits des femmes. Les femmes ont beaucoup de valeur dans notre vie parce que sans femmes, notre société ne pourra même pas exister. Je pense que cette cérémonie a été très bien organisée et que ce que les dirigeants ont dit, c'était très correct. La femme, c'est comme de l'eau. On doit prendre la femme au précieux, comme une chose précieuse. Donc on ne doit pas traiter la femme d'une manière à ce que ça puisse l'unir à sa personnalité. Chaque homme, qui que tu sois, président, ministre, tu viens des femmes, tu as été arrêté par les femmes. Cette cérémonie d'engagement des hommes à défendre l'égalité des sexes a été saluée par le gouvernement du Mali. Le gouvernement, le chef de l'État en personne tient à cette promotion de la femme. Il est tout rassuré qu'il y a autant de valeurs femmes que de valeurs hommes. Autant. Et il nous instruit dans toutes les nominations qu'il y ait une présence féminine dans la liste des personnes à nommer au Conseil des ministres. Je voudrais redire ici notre engagement aux côtés des femmes pour les soutenir dans ce combat, puisque c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui fait vivre et c'est la femme qui entretient la vie. Donc, toute la vie repose sur la femme. He4She, où lui et elle, a été également l'occasion pour ONU Femmes de décorer de nombreuses personnalités d'hommes pour leur engagement en faveur des femmes. Mali toujours, le séminaire de lancement du rapport de recherche de la société civile a eu lieu ce matin à Bamako. Les recherches étaient basées sur les causes et manifestations des conflits au Mali. Fatoumata Togola, Moussa Bari, commentaire Djibril Amaïga. L'objectif de ce projet est de développer une vision stratégique pour la société civile, pour ses contributions à la paix, à la sécurité et au développement du Mali.
L'enquête qui a ciblé des hommes, des femmes adultes et des jeunes des 3 régions de Gao, Kidal, Tombouctou et du district de Bamako a permis de comprendre la situation telle qu'elle est perçue par les communautés. Cette crise a détruit tout ce qui nous unissait pour qu'on soit ensemble au profit du développement des régions du Nord. C'est pourquoi on s'est dit que quelque part, il faut que nous soyons là pour réfléchir. Le haut représentant du président de la République interpellait les organisations de la société civile pour nous rappeler le rôle que nous devons jouer pour la consolidation de la paix. L'importance du rôle de la société civile et la pertinence du rôle de la société civile. Ce projet est une collaboration entre la CONACYPAL et CIPRI, un institut international indépendant de recherche sur les conflits, les armes et leur contrôle et le désarmement. La société civile étant ancrée dans les populations locales, elle est la meilleure placée en fait pour relever les points de vue, les perceptions, les réalités actuelles telles qu'elles sont vécues par les populations et surtout en ce qui concerne le conflit. Le conflit ne se passe pas en l'air. Le conflit se passe dans les communautés, se passe sur le terrain et les gens sont affectés par ces conflits. Le projet est basé sur le principe que, pour que des stratégies soient viables, elles doivent être solidement ancrées sur la connaissance et la compréhension des questions fondamentales à traiter. Tel est le cas des stratégies de contribution de la société civile à la consolidation de la paix. Au Cap-Vert, c'est la désolation. Le volcan Pico de Fogo s'est remis en activité. Déjà, on déplore des dégâts importants. L'heure est à l'évacuation des populations. Ces maisons sont totalement avalées par la lave. Une masse fumante et incandescente qui avance doucement mais sûrement. Depuis 20 ans, le volcan Pico de Fogo sur l'île Fogo de l'archipel du Cap-Vert n'avait eu aucune activité. Il y a eu une évolution dans l'éruption. Les explosions se sont arrêtées et la lave est apparue. Et ça a une répercussion sur la vitesse de la coulée de la lave. Depuis samedi soir, le Pico de Fogo crache de la lave en continu. Elle descend vers la ville de Chao das Calderas, où l'évacuation des quelques 1000 habitants a commencé. Dans les villages voisins, la lave est déjà là et il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de mots pour décrire précisément ce qui arrive en ce moment à Portela. L'entrée du village a disparu. L'entrée du parc naturel n'existe plus aujourd'hui. Un plan d'urgence de la protection civile a été déclenché. L'aéroport de Fogo est actuellement fermé. Mais après une deuxième explosion dimanche, beaucoup d'habitants avaient déjà quitté la zone sans attendre les consignes des autorités. Et cet anniversaire au Sénégal, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane a donné le coup d'envoi de la célébration de son 25e anniversaire à Dakar. L'association, qui regroupe une quinzaine de pays africains, constitue une plateforme pour le développement du secteur et participe ainsi à la sécurité de la sous-région. Retour donc sur cet événement avec Mamadou Dieye Mbendambay en Toumar. Quelques notes pour entamer la célébration d'un quart de siècle au service de l'élevage en Afrique de l'Ouest et du Centre. La contribution de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane dans la sécurité alimentaire est une réalité, d'où la pertinence du thème en toile de fond. On est obligé, les pays africains, de nous réorienter dans ces politiques visant à sécuriser nos populations sur le plan besoins alimentaires et nutritionnels, notamment les produits carnés. Une telle association constitue une belle démonstration de la volonté et de la capacité d'unité, de solidarité et de fraternité de nos peuples, qui sont des intrants indispensables pour la réussite de l'intégration africaine. L'avenir, c'est l'élevage, rappellent les différents intervenants de cette cérémonie d'ouverture. Occasion de mettre en relief les différents enjeux du secteur à l'heure des changements climatiques et démographiques. C'est de satisfaire les besoins de la sous-région en matière de sécurité alimentaire et en matière de production des produits animaux. Ça, c'est le premier enjeu. Et comment est-ce que les éleveurs vont faire face à cet enjeu-là? Quels sont les défis qu'ils ont à relever? Le premier défi qu'ils ont à se relever, à relever par rapport à cet enjeu, c'est d'abord de s'organiser et de parler d'une seule voix. Parce qu'on ne peut pas aller en rang dispersé devant les défis et puis devant les décideurs. 5 thématiques feront l'objet d'échanges au cours de ces 2 jours de réflexion. Une table ronde ministérielle est également prévue toujours dans le cadre du thème
l'élevage familial au cœur des enjeux de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La suite de l'actualité à présent en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Djibrila Maïga. Le Mali avec la présence de casques bleus renforcés dans la région de Kidal, une présence qui était jusqu'ici organisée en deux entités, le secteur ouest basé à Tombouctou et le secteur est basé à Gao. La création de ce secteur nord permettra d'installer un commandement militaire spécifique à Kidal. Actuellement, 600 casques bleus sont présents dans la région de Kidal. À terme, ils seront 2000. Transparency International, principale organisation de la société civile de lutte contre la corruption, a publié ce mercredi son indice mondial de perception de la corruption. Avec une note de 43 sur 100, le Sénégal fait mieux que l'an dernier. Situé au 69e rang mondial, il est le 10e pays africain le moins corrompu. Cependant, le Sénégal reste dans la zone rouge car il y a toujours des pratiques qui demeurent. Même sujet, la Chine perd 4 points, malgré les arrestations pour corruption de plusieurs politiciens de haut niveau. Transparency International, jusque les méthodes pour les poursuivre devraient être plus transparentes. Des méthodes dénoncées par Pékin qui trouvent que l'ONG devrait examiner méticuleusement l'objectivité et l'équité de son classement. 25 ans après la chute du mur de Berlin, un autre mur est en train de se construire au cœur de l'Ukraine. Des kilomètres de barbelés, des miradors, des grilles, un mur en construction. Tout cela n'existait pas il y a 2 mois. Objectif, isoler la région qui a choisi de se tourner vers Moscou, mais également de dissuader les séparatistes soutenus par la Russie de tenter de nouvelles infiltrations. Tout cela tiendrait-il face à une attaque massive? Wait and see. Des experts, des intellectuels et des penseurs arabes sont en conclave pour 3 jours au Maroc. 3 jours de débat autour de la complémentarité de l'intégration arabe. Objectif, échanger, examiner et débattre des pistes de réflexion pour que l'intégration et l'unité arabe soient effectives. D'où l'importance d'une action arabe commune. Direction les États-Unis pour poursuivre cette édition, alors que le président Barack Obama tente de ramener la confiance entre les populations et la police. Eh bien, c'est un verdict de la justice qui vient mettre le feu aux poudres. Le policier coupable de la mort d'un père de famille noir, Eric Garner, a été jugé et acquitté. Plaqué à terre par plusieurs officiers de police. Cette vidéo amateur montre l'interpellation musclée d'Eric Garner, soupçonné de vente illégale de cigarettes le 17 juillet dernier. L'homme refuse d'être arrêté. On aperçoit un des policiers le prendre par le cou. Une pratique pourtant interdite au sein de la police new-yorkaise. Asthmatique, Garner perd connaissance avant de décéder quelques instants plus tard. Plus de 2 mois après les faits, et malgré cette vidéo, le grand jury de New York a décidé de ne pas poursuivre le policier. Sa famille est sous le choc. Une personne payée pour faire le bien a fait du mal. Et cette personne n'a pas été jugée responsable pour ce qu'elle a fait. Mais mon mari ne sera pas mort en vain. Jusqu'à mon dernier souffle, je n'abandonnerai pas le combat. Des manifestations pacifiques ont eu lieu dans plusieurs quartiers de la ville mercredi soir. Le maire Bill de Blasio a appelé au calme. Si vous voulez vraiment rendre sa dignité à Eric Garner, faites-le à travers des manifestations pacifiques. Ne salissez pas son nom avec des violences et du vandalisme. Le policier ne sera donc pas poursuivi au niveau local, mais le ministre de la Justice, Eric Holder, a annoncé l'ouverture d'une enquête fédérale. Cet après-midi, j'ai parlé avec la veuve d'Eric Garner pour l'informer ainsi que sa famille de notre intention de lancer une enquête pour déterminer si les droits civiques de M. Garner avaient été bafoués. J'ai aussi informé le président Obama de cette décision ainsi que le maire de New York, Bill de Blasio. Il s'agit d'apaiser les tensions. Cette annonce intervient 10 jours seulement après une décision similaire qui avait provoqué des émeutes à Ferguson. De nouvelles manifestations sont prévues à New York ce jeudi. Le président russe Vladimir Poutine a prononcé son traditionnel discours. Il a surtout mis l'accent sur l'économie russe et envisage un plan de redynamisation. Nous l'écoutons. Les sanctions n'étaient pas qu'une réaction nerveuse des États-Unis ou de leurs alliés à notre égard.
après le coup d'État en Ukraine ou après ce que certains ont appelé le printemps de Crimée. Je suis certain que même si tout cela n'avait pas eu lieu, je veux le souligner ici, devant vous tous, même si tout cela n'avait pas eu lieu, ils auraient inventé autre chose pour freiner les opportunités croissantes de la Russie, les influencer et les utiliser dans leur propre intérêt. Cette manière de faire ne date pas d'hier. Et c'est la crise au sein du Parlement suédois. Le gouvernement vient d'annoncer des législatives anticipées. Le SD, le parti de l'extrême droite, s'est fixé pour objectif de faire front au gouvernement de Stockholm. Et c'est cela même qui est à l'origine de la crise. Le roi de Suède en visite d'État à Paris, accueilli par le président français François Hollande. Mais pendant que Carl XVI Gustaf s'apprête à dîner au palais de Chaillot, à Stockholm, c'est la crise, l'une des pires que le pays ait connue. La Suède est maintenant dans une situation sérieuse, une situation difficile. J'ai pris mes responsabilités. Mercredi, l'extrême droite a choisi de soutenir le budget de l'opposition de centre-droit, adopté à la majorité au Parlement. Un véritable désaveu pour le gouvernement, avec à la clé la tenue d'un nouveau scrutin, considéré par le SD comme un référendum sur l'immigration et l'occasion peut-être d'engranger encore plus de voix. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous employer à torpiller tout gouvernement ou toute proposition qui soutiendra une hausse de l'immigration ou qui donnera au Verts une influence décisive sur la politique d'immigration. En septembre, le SD est devenu le troisième parti du pays avec 49 sièges au Parlement et 13% des voix. Dès lors, Stefan Löfven a refusé toute alliance avec eux. Je suis prêt à former un gouvernement fort pour la Suède, mais même si les démocrates de Suède ont eu un peu plus de voix aujourd'hui, il n'y aura pas de coopération avec eux. Pas de coopération avec l'extrême droite. Une décision qui coûte cher aux sociodémocrates et à leurs alliés écologistes. Parlons à présent terrorisme au Yémen. Voilà donc dans un instant une vidéo dans laquelle apparaît l'otage américain Luc Sommer, un photojournaliste de 33 ans. Il dit avoir été kidnappé à Sanaa, dans la capitale yéménite, en septembre 2013. Et dans cette vidéo diffusée par Al-Qaïda, son ravisseur Nasser Ben Ali Al-Ansi menace de l'exécuter dans les 3 jours suivant l'émission de cet enregistrement si Washington ne répond pas aux exigences du groupe. Du sport pour poursuivre, la Confédération africaine de football a procédé ce mercredi au tirage au sort de la 30e édition de la CAN 2015, prévue du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. Les détails de ce tirage avec Yacouba Dansoko. Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 de football a eu lieu mercredi au centre des conventions de Malabo, en Guinée équatoriale, pays hôte du tournoi. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Théodore Obiang-Nguema, des organisateurs, des représentants des 16 pays qualifiés et du président de la CAF, Issa Ayatou. La CAN 2015 devrait se dérouler initialement au Maroc, mais le royaume chérifien s'est désisté à la dernière minute à cause du virus Ebola, argument rejeté par la CAF. À l'issue du tirage au sort, les 16 pays qualifiés ont été répartis en 4 poules de 4 nations. C'est ainsi que dans la poule A, on y retrouve naturellement la Guinée équatoriale, pays organisateur, le Burkina Faso finaliste de la dernière édition, le Gabon, le Congo-Brazzaville. La poule B est composée de la Zambie, la Tunisie, le Cap-Vert et la RD Congo. La poule C regroupe le Ghana, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Sénégal. La poule D est constituée de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun et de la Guinée-Conakry, un groupe que les observateurs du football qualifient de poule de la mort. Le match d'ouverture opposera le 17 janvier prochain la Guinée équatoriale au Congo, vainqueur de l'épreuve en 1972. Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés au 8e de finale et après, ce sera des matchs à élimination directe. La 30e édition de la CAN qui se déroulera du 17 janvier au 8 février 2015 à Malabo, Bata, Mongomo et Ebebiying se fera sans le Nigeria, champion d'Afrique en titre, et l'Égypte recommande de l'épreuve. Et toujours par rapport à ce tirage, je vous propose d'écouter le sélectionneur sud-africain Ephraim Machaba. Il est très optimiste.
Concernant notre groupe qui se compose de l'Afrique du Sud, du Ghana, de l'Algérie et du Sénégal, l'Algérie a bien joué lors de la Coupe du Monde et est très forte tactiquement. Ils sont rapides en attaque, le Sénégal joue très physique, ils sont robustes. Le Ghana, oui, et l'Afrique du Sud, on est en train de se construire. Mais nous voulons dire aux gens qu'il ne faut pas nous prendre à la légère. Et c'est sur cet optimisme que se referme cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.